tout le monde, merci d'être venu à ce Frühstück. Merci à la Safi de m'avoir invité. Il faut déjà que je prenne la zapette. Vous avez chouquette, café, faut pas hésiter, c'est le principe des Frühstück. On va attaquer, je vais faire fissa sur tout ça parce que j'ai 20 matériaux assez extraordinaires à vous présenter et je n'ai que 45 minutes. Et je rêve en plus de garder un tout petit peu de place pour qu'on puisse éventuellement échanger à la fin de la présentation. Donc tout ça va passer vite, mais j'espère que tout ça va passer de façon agréable. Premier exercice un petit peu obligé, vous rappelez rapido ce qu'est matériaux. Alors j'ai choisi un biais, là aussi, top chrono, 3 minutes pour vous présenter ça. C'est que je reprends en fait les différentes questions que j'ai pu poser dans le questionnaire pour qu'on ait des invitations pour venir nous voir. Et la première question était, connaissez-vous matériaux? Un peu, beaucoup, sur le bout des doigts, ou non, mais j'ai vu de la lumière. Globalement, on commence à être connus, en tout cas des gens qui ont reçu ce message. Mais pour les gens pour qui c'est pas totalement précis encore, très rapidement, matériaux, c'est quoi? C'est un cabinet de curiosité sur la matière. C'est-à-dire qu'on va identifier partout dans le monde des trucs zarbi, des trucs innovants, des trucs singuliers, et pour les montrer à différents types de professions de création. Avec deux moyens pour ça. D'une part, vous avez des showrooms qui montrent physiquement, concrètement, ces milliers de matières. Et par ailleurs, une base de données en français et en anglais qui va reprendre toutes les informations qu'on a pu noter sur ces milliers de matières. Donc, à retenir, c'est un cabinet de curiosité. Ni plus, ni moins. Alors un Frühstück, c'est quoi? Donc j'ai proposé un échantillon improbable avec Früh qui voudrait dire curieux et Stück qui voudrait dire morceau en batave ancien, un Kuhgloff arrosé de Gewürztraminer, un petit déj mensuel et une gigue alsacienne effectuée à chaque fois qu'on reçoit de nouveaux échantillons. Tout le monde n'a pas fait allemand première ou deuxième langue, mais Frühstück, ça veut effectivement dire petit déjeuner. Alors là, aujourd'hui, c'est un petit déjeuner dominical à 1h de l'après-midi, mais le principe, c'est qu'effectivement, tous les mois, ou on essaie que ce soit à peu près tous les mois, on reçoit au showroom nos membres pour leur montrer les dernières nouveautés qu'on a pu recevoir. Donc ça ressemble à ça à chaque fois, c'est-à-dire que il y a une quarantaine, cinquantaine de personnes de nos membres qui viennent, et puis on discute ensemble, on tripote un petit peu tous ces matériaux. J'aimerais bien d'ailleurs aujourd'hui qu'on arrive à tripoter un petit peu, donc il ne faudra pas hésiter à la fin. On aura peut-être encore 10 minutes pour que vous puissiez réellement toucher ces matières. Matériaux, maison fondée en, à une écrasante majorité de 71,4%, vous répondez en septembre 2007. J'avais aussi proposé pour avoir une Rolex à 50 ans, j'ai plus de 50 ans et je n'ai toujours pas de Rolex. Au siècle dernier, en briquet ciment et sur un coup de tête. Alors je sais, on ne fait pas notre âge, mais en fait, Matériaux est né au XXe siècle. On a été créé en 2000, donc c'est la dernière année du XXe siècle. Donc vous voyez, on est une maison fondée au siècle dernier. 20 matériaux extraordinaires, cherchez l'intrus. Alors, je proposais le noir le plus noir du monde et qui ne peut être touché sans se salir les doigts, il va être là, je vais le présenter. De façon écrasante, vous avez répondu à 60% que ce que je n'allais pas présenter, c'était une peau de banane sur laquelle on peut marcher. Et pourtant, elle est là, ma peau de banane sur laquelle on peut marcher. C'était pas ça la bonne réponse. C'était évident. Il y a un truc qui ne peut pas exister là-dedans, c'est le cuir vegan. Le cuir vegan, je rappelle à tout le monde que c'est un oxymore. Ça ne veut rien dire. Soit vous avez devant vous du cuir, auquel cas c'est très difficilement vegan, puisque la définition du cuir, c'est de la peau d'animal. Soit c'est vegan, auquel cas ça n'a rien à voir avec le cuir, et donc c'est pas du cuir vegan. C'est un terme marketing pour vendre des choses qui peuvent ou parfois ne sont pas pertinentes à employer. Et dans la base de données, on va à chaque fois s'attacher à marquer des termes qui sont au moins factuels. Donc cuir vegan, vous oubliez. Alors je proposais qu'il soit hydrochrome, mais je ne sais plus quoi. Ça n'existe pas le cuir vegan, donc c'était bien sûr ça l'intrus. Matériaux, pourquoi matériaux n'est pas gratuit? Parce qu'il y a plein de trucs dans matériaux, ça pourrait être vachement intéressant qu'effectivement plein de gens puissent y avoir accès. Alors vous avez globalement, je crois que là le message est passé, il y avait 3 bonnes réponses.
qui était le financement est assuré par nos adhérents, question d'indépendance, c'est-à-dire que Matériaux n'est absolument pas financé par les milliers d'industriels qu'on a intégrés dans la base et dont finalement on fait la promotion. Mais on ne peut pas être financé par eux tout bêtement parce que le discours qu'on tient sur ces matières est un discours d'indépendance. Raison pour laquelle on est financé effectivement par nos utilisateurs. C'est aussi pour nous payer une loge à Roland-Garros. C'est pas encore gagné, mais c'est un des buts aussi du truc. En revanche, le service n'est pas dédié à certains secteurs exclusifs. C'est même une marque de fabrique de matériaux, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse à personne en particulier, mais à tout type de profession de création. La question qui fâche maintenant, qu'est-ce qu'un éco-matériau? Ça fait 24 ans qu'on répète la même chose. Je vois que le message n'est pas encore passé. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin parce qu'on n'a que 45 minutes et que je veux avant tout vous montrer une vingtaine de matières extraordinaires. Mais non, un éco-matériau, ce n'est pas un matériau respectueux de l'environnement. Un éco-matériau, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Je défie quiconque de me montrer ne serait-ce qu'un seul éco-matériau. La matière, elle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est l'intelligence qu'on va mettre à l'employer à bon escient, ce qui est totalement différent et ce qui fait que derrière, il est urgent, il me semble, qu'on arrête de se dire qu'on va sortir de l'ornière si dorénavant on utilise des bioplastiques, des trucs naturels, surtout qu'on évite d'employer du plastique. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais c'est beaucoup plus à l'inverse. Réfléchir systématiquement sur son projet, se poser la question de la pertinence de ça ou ça pour ce projet, et non pas de continuer à mettre des espèces de notes façon Nutri-Score sur les matériaux en disant je suis A, je suis B, je suis C, quel que soit le projet considéré. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus ce matin, je vous rappelle simplement qu'un écomatériau, c'est une chimère illusoire, voire délétère pour notre planète. Matériaux sélectionne. Alors là, il y avait une écrasante majorité qui sait ce qu'on sélectionne. Ce sont effectivement les matériaux bizarres et ou innovants de tout secteur. J'ai mis moins 3 points, pour être honnête, à tous ceux qui avaient marqué que c'était matériaux de tendance dont on parlera demain. Ce n'est pas notre propos que de référencer des choses qui sont tendances, mais uniquement des choses qui sont singulières. Que je la trouve belle ou moche, que je me projette potentiellement pour savoir ce qu'on va en faire, ce n'est pas le propos. Je suis face à un truc Zarbi, je l'intègre et derrière, certains utilisateurs pourront éventuellement trouver ça très intéressant. On en arrive maintenant au gras de la chose, c'est-à-dire le Frühstück. Donc, pour rappel, c'est au départ des petits déj qu'on organise pour nos membres. Aujourd'hui, c'est fait à Maison et Objets. Lorsqu'un membre ne peut pas venir, il est très simple pour lui derrière d'avoir accès à toute l'information. Il lui suffit d'aller sur la base de données, de taper Frühstück, en l'occurrence c'est le 54, il tape Frühstück 54 dans la barre de recherche ici, et vont remonter toutes les fiches dont on a parlé. Alors il n'est même pas obligé de taper Frühstück 54, c'est compliqué, il suffit qu'il tape 54 et il aura effectivement ces différents matériaux dont je vais vous parler aujourd'hui, avec à chaque fois toutes les informations embarquées sur ces matières. Donc vous avez le nom du matériau, vous avez sa description, vous avez les coordonnées de l'industriel, c'est à la rigueur le plus important. Derrière, je veux en savoir plus, je contacte directement la boîte. Vous avez toute une ribambelle de fonctions dont je ne vous parlerai pas ici. Et puis un dernier truc qui me semble toujours très intéressant, c'est cette rubrique matériaux liés. C'est tout bêtement de notre côté, on s'est dit, ah bah tiens, ce truc-là, ça me fait penser à ça, à ça, à ça. Donc, on associe à cette première fiche toute une série d'autres fiches en supputant que ça peut aussi intéresser nos utilisateurs que d'aller voir un petit peu plus loin et de gratter des choses qui sont, pour des raisons esthétiques ou pour des raisons techniques, globalement similaires à ça. Alors, on va rester sur cette fiche, ce premier matériau. C'est un matériau anglais, qui est d'une part très beau et qui d'autre part est, comme vous le voyez, de la plaque ondulée, comme ça. Donc c'est le même genre de choses que les plaques ondulées en fibrociment, en métal, en PVC. Mais là, c'est fait à 80% avec du chanvre. Le chanvre est très intéressant parce que c'est un puits de carbone. C'est une plante qui pousse
très vite. C'est une plante qui consomme peu d'eau et c'est une plante qui ensuite enferme en son sein pas mal de carbone. Donc l'emploi du chanvre est assez intéressant pour cette raison. Et là, donc, avec une résine biosourcée à base de sucre, je crois, de mémoire, ils vont faire ces éléments ondulés qui ensuite ont globalement les mêmes qualités que les ondulés classiques, encore une fois en acier ou en fibrociment. J'ai mis une photo que je trouve assez belle de réalisation. Voilà ce que ça donne en parement de façade, avec des panneaux qui vont vieillir, qui vont un petit peu se patiner, qui vont se réchauffer un petit peu par rapport à l'esthétique de base que vous avez là. Donc un beau produit anglais. On passe sans mollir au second. Un matériau un petit peu schizophrène. C'est en fait un élastomère qui est mélangé avec du carbone et qui va avoir un côté, comme je le disais, un petit peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il ne sait pas trop s'il est avant tout souple, mou, ou s'il est un petit peu rigide. Et ça va dépendre de l'énergie reçue par ce polymère qui, là, est construit en trémie comme ça. Et en fait, si jamais il est employé et qu'il est malaxé à température ambiante, il est un petit peu souple, un petit peu mou. Mais si jamais il reçoit un choc, une énergie cinétique forte, il va avoir tendance à se contracter et donc à protéger, par exemple, et je crois que j'ai une photo ensuite, pour faire du casque. Vous avez donc avec ce polymère le casque qui est formé, il est assez souple au départ, mais si vous avez un choc, il va se contracter, se rigidifier et donc vous protéger. Donc, matière très intéressante pour créer des éléments anti-choc. Troisième échantillon reçu cette fois-ci du Japon. Une boîte japonaise au départ spécialisée dans tout ce qui est panneaux, plaques, acier et titane et qui propose un traitement de surface superbe sur titane. Le titane ayant de gros avantages par rapport à une plaque acier, c'est que c'est beaucoup plus léger, c'est très résistant, ça résiste sans aucun problème à tout ce qui est univers salin, agression, corrosion, etc. Et là, il propose une sorte d'anodisation qui est une anodisation qui en même temps a des effets dichroïques, c'est-à-dire que vous avez un spectre de couleurs qui se décline suivant l'angle d'incidence. On le voit là sur la photo, vous avez beaucoup plus du violet sur le côté que ensuite un espèce de bleu intense. Ce qui donne ensuite en réalisation architecturale des trucs assez chouettes. Enfin, assez chouette, je trouve ça moche, moi, mais on va dire assez fort esthétiquement. Hein. Là, c'est un hôtel en Espagne où ils ont fait cette espèce de grand dégueulis devant avec ces plaques titane. Ils avaient les moyens aussi, hein, parce que ça coûte un peu, ça coûte bonbon. Mais venez voir donc au showroom, ce traitement de surface est très très beau, c'est assez clinquant, mais assez beau. Autre beau produit qui est ici, que je vais faire passer, tiens, je vais commencer à vous faire participer un petit peu parce que j'aime bien. Là, c'est de la plaque plastique qui est faite à partir de nos verres de lunettes, qui ne sont pas du verre en fait, les opticiens appellent ça du verre organique, c'est en fait du PMMA, et qui souvent est traité anti-reflet, et vous avez un petit côté un petit peu violet sur le verre. Et là, vous verrez les plaques, il faut qu'elles reviennent après. Hein. On va les faire tourner, mais il faut qu'elles reviennent après. Vous verrez sur les plaques, il y a une iridescence comme ça. C'est parce que ce designer récupère donc tout ce qui est chute, rebut et puis vieille paire de lunettes. Il reprend les verres, il va les refondre pour en faire de la plaque. Et avec d'assez beaux projets, notamment en luminaire. Là, vous voyez, j'ai pris en gros plan le côté irisé de la chose. Et on peut en faire de la plaque qui va être ensuite thermoformée pour faire du luminaire ou alors pour faire des lunettes comme vous le voyez là. C'est un petit peu back to l'origine du truc. Donc ça, c'est une société néerlandaise. Alors, un énième plastique fabriqué avec autre chose que du pétrole. Ces petites pailles-là. Généralement, les plastiques qui sont fabriqués avec autre chose que du pétrole, on utilise généralement des végétaux. On va parler de biopolymères. Et l'idée, c'est simplement de reprendre des chaînes carbonées
dans de la peau de banane, dans du maïs, dans des végétaux de façon générale, pour ensuite reconstruire des polymères. Là, c'est un polymère fabriqué sans pétrole, mais ce n'est pas à partir de végétaux, c'est directement à partir du CO2 émis par certaines usines d'incinération, de production d'acier, etc. Donc vous avez des espèces de collecteurs en sortie de cheminée qui vont récupérer le carbone. Et avec ce carbone, on va fabriquer ce qu'eux appellent du air carbone, c'est-à-dire que d'un point de vue pitch, ils vous racontent que c'est fabriqué à partir de l'air et donc du CO2 présent dans l'air qu'on va fabriquer ces plastiques. En fait, c'est surtout à la source, la principale collecte, c'est en sortie d'usine, en sortie de cheminée d'usine, on récupère ce carbone et avec ce carbone, on va faire des polymères qui vont être biodégradables et qui vont être recyclables pour différents types d'emplois. Ça se travaille comme un polymère tout à fait classique. Ça se fait en granules ou en plaques. Je crois que j'ai une photo, voilà, derrière, de granulés de plaques. Et ensuite, ça s'extrude, ça s'injecte. On fait un petit peu ce qu'on veut avec ça. Next. Alors, cette fois-ci, c'est une société suisse. On voyage. Société suisse qui fait du transfert sur textile afin de rendre ce textile, on ne va pas dire intelligent, mais en tout cas conducteur. Ça permet, par exemple, sur un t-shirt de coureur qui a des capteurs pour avoir les pulsations de son cœur, le taux d'acidité de sa peau, etc., de conduire l'information sur un textile qui, en même temps, peut tout à fait être extensé avec ce transfert dessus. C'est un très très bon conducteur, donc ça permet effectivement pour des textiles techniques d'amener ce côté capteur, etc. Sur la fiche d'ailleurs, lorsque vous vous intéressez à cette techno pour faire des éléments conducteurs en transfert sur du textile, la même société fait aussi toutes les terminaisons. Ah non, la peau de banane. La même société fait aussi toutes les déclinaisons de capteurs pour ensuite faire ce type de t-shirt. Donc ça, c'est société suisse. Et j'en viens effectivement à ma fameuse peau de banane sur laquelle je ne vais pas glisser, mais qui va me permettre de marcher. Alors les deux échantillons que j'ai ne sont pas forcément super glamour. Les voici, les voilà. C'est deux élastomères beige et noir. Mais ils sont fabriqués effectivement à partir de peau de banane. Et le premier emploi pour ce type de polymère, ça va être de faire des semelles de chaussures. C'est un matériau qui a de très bonnes caractéristiques en termes de durée dans le temps, de non-abrasion, et c'est en plus biodégradable en fin de vie. Donc le voici, le voilà, celui-ci. Donc ça, c'était le gros succès de votre côté dans le sondage, quand je demandais quel était le matériau improbable qu'on n'allait pas montrer. Autre matériau reçu en décembre sous le pied du sapin, c'est un matériau qui se fait en plaque semi-rigide ou en souple, comme ici, et qui est fabriqué à partir du byssus des moules. Alors le byssus des moules, vous savez, c'est tous ces éléments un petit peu filandreux qui permettent à la moule de s'accrocher au rocher. Comme vous savez, une moule qui est accrochée au rocher, c'est super difficile à enlever parce que le byssus est une fibre qui est super costaud, super résistante, qui en plus est très légère rapportée aux qualités mécaniques qu'elle a. Et cette société exploite ce byssus pour ensuite en faire du non-tissé, pour de l'isolation phonique et thermique. En même temps, ce byssus a de bonnes qualités d'ignification, donc pour le bâtiment, ça peut être tout à fait intéressant. Et il est en plus antibactérien, donc là aussi, il y a un côté un petit peu dépollution à partir du moment où vous utilisez ce type de matière dans l'habitat. Alors, un composite auto-cicatrisant et presque auto-réparable. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on entend par composite. C'est généralement en fait des textiles qui vont être des textiles fibres de verre, carbone, aramide, etc.,
Et on va avoir une matrice qui est souvent une résine plastique. Ça peut être un thermoplastique ou ça peut être un thermodur. Et ensuite, on va faire des éléments qui sont relativement légers avec de bonnes qualités structurelles. Si on veut des trucs qui sont super costauds, il va falloir utiliser des résines qu'on dit thermodures. C'est-à-dire que c'est des résines qui vont durcir lorsqu'on les fabrique, mais qui ensuite restent dures. On ne peut pas les réchauffer pour à nouveau reformer la pièce, par exemple. Et là, le tour de force de cette start-up suisse qui découle de l'EPFL, je crois, c'est qu'ils ont réussi à produire une résine qui a les qualités des thermodures en termes de qualité mécanique, notamment de résistance au choc, etc., mais en même temps qui a la plasticité qui permet de réparer si jamais il y a par exemple un choc sur une aile d'avion. Jusqu'à maintenant, il fallait enlever l'aile et la reconstruire. Là, je vais simplifier un petit peu, mais vous prenez un sèche-cheveux, vous réchauffez la pièce, vous ramollissez donc la résine en question et vous pouvez éventuellement réparer directement. Donc de grosses économies en termes de matière utilisée, de grosses économies de temps, de grosses économies de coûts. Les qualités d'un composite super technique et en même temps avec cette souplesse qui est très très intéressante dans cet univers des composites. Next. On passe à du panneau, principalement pour du revêtement mural. Celui-ci, je vais le faire passer aussi. Ils sont où les Delerex? Ils en sont où? Ils sont là? Ils tournent bien? Donc là, je vous passe 4 échantillons d'un élément qui est pour du revêtement mural ou éventuellement pour du mobilier et qui est fait là aussi à partir de déchets. C'est des déchets de maïs. Dans le maïs, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est avant tout la graine. Et il vous reste ensuite l'épi. Ils ont une superbe photo sur leur site de ce que ça donne concernant les déchets lorsque vous avez un champ de maïs. Ça, c'est les épis dont on ne sait pas trop quoi faire. Il y en a un petit peu qui part pour allumer du barbecue, mais là, ça fait beaucoup de barbecue à allumer. Et donc, ce que cette société néerlandaise a fait, non, ils sont néerlandaise ou allemande, je ne sais plus, c'est qu'ils reprennent ces épis, donc une fois qu'il n'y a plus les graines, ils vont en faire une espèce de poudre qu'ils vont compacter et ils vont faire ensuite ces panneaux qui sont des panneaux pour de l'aménagement intérieur. Voilà le type de réalisation avec ce type de panneau. Ils intègrent en même temps certains pigments pour avoir une gamme colorée, je crois qu'il y a une vingtaine de couleurs, et c'est de la plaque qui est assez belle, avec son côté un petit peu moucheté. Société coréenne. Alors là, on passe dans tout ce qui est traitement de surface avec des pigments qui sont très particuliers. C'est des pigments métalliques qui sont en même temps attirés par les aimants. Donc je vais les dire magnétiques. Ce qui permet, sur un support donné, ça peut être un film plastique, ça peut être d'autres éléments relativement fins et qui vont pouvoir faire passer le champ magnétique. Ça permet en fait de créer en 2D des impressions de 3D sur un traitement de surface où je veux faire un logo, un relief, etc. Parce que toutes les particules vont en fait s'organiser en fonction du champ magnétique qu'elles reçoivent. Et ce qui permet derrière de réellement créer un effet cinétique. Ce que je vais vous faire passer, c'est mon petit préféré, c'est qu'ils nous ont fait un échantillon où ils ont refait le logo de matériaux. Donc vous voyez, c'est un film plastique souple, translucide, et on voit effectivement matériaux en relief à l'intérieur de ça, et c'est simplement les pigments en suspension avant qu'ils prennent, qui ont été orientés d'une certaine façon pour créer cet effet optique. Voilà. Je vous invite à venir voir les autres après, parce qu'il y a notamment des doubles effets qui se coulent avec un côté dichroïque et ce côté relief 3D sur un support 2D. C'est vraiment assez beau. Photo, photo, photo. Ah. Une des raisons pour lesquelles je vous invite aujourd'hui, enfin il y en a 20 des raisons pour lesquelles je vous invite aujourd'hui, mais depuis 24 ans, Matériaux a énormément de mal à obtenir des échantillons de la part des industriels, alors qu'on fait gratuitement la promotion de ces matières, mais souvent ils ne comprennent pas un petit peu notre mode de fonctionnement, et donc on se bat pendant des années et des années.
Et à Noël, j'en avais tellement marre, enfin avant Noël, j'ai écrit une lettre au Père Noël à une centaine d'industriels pour les faire réagir et qui m'envoient un échantillon. Et je vais vous présenter là, attention, et je déclenche le canon à bulles parce que là, c'est explosion de joie, je vais dire, un matériau qu'on demande depuis 6 ans et 192 jours. C'est pas le record. Je comptais vous montrer un matériau qu'on demande depuis 9 ans et je ne sais plus combien de jours. Et jusqu'à la dernière minute, j'ai été en échange avec eux et ils m'ont dit non, c'est pas encore pour tout de suite. Donc peut-être en janvier de l'année prochaine. Mais là, je vais quand même vous montrer un truc. J'étais super content lorsqu'on l'a reçu. Et je vais vous le faire passer et je voudrais vous interroger. J'arrête ça. Hein. Je voudrais vous interroger pour que vous me disiez l'origine de ce truc-là. À votre avis, c'est fait avec quoi? Vos impressions, monsieur? C'est pas fait avec un polymère, c'est pas fait avec un minéral, c'est pas fait avec un végétal, c'est en fait fait avec du mycélium. Donc je vous rappelle, c'est la partie racinaire des champignons. Le champignon, c'est simplement la fleur dans tout ce principe. Et cette société qui est Ecovative, c'est en fait les premiers à avoir commencé à promouvoir l'utilisation du mycélium dans un premier temps pour remplacer des packaging en polystyrène ou ce genre de choses. Le principe était qu'on prenait des déchets agricoles, on mettait un petit peu de levure, un petit peu d'eau, on laissait tout ça gonfler et puis le réseau de mycélium se créait à l'intérieur de ces déchets et ça permettait de faire des éléments effectivement qui étaient légers, qui étaient de très bons absorbeurs de choc. Et ils essaient de pousser un petit peu tout ça jusqu'au bout dans leur démarche avec le mycélium et ils ont réussi à faire maintenant réellement de la mousse. Donc il n'y a plus du tout ce côté les déchets agricoles qui sont à l'intérieur. Là, c'est que du mycélium dans sa partie la plus aérienne, la plus mousseuse. Et ce qui me sidère, c'est qu'on commence à faire des semelles de chaussures, donc des trucs qui sont quand même super contraignants en termes d'emploi, avec ce genre de choses. Donc là, c'était la super fête. On était ravis. À nouveau, venez les tripoter rapidos après parce que ils m'ont aussi envoyé des échantillons embossés, etc., pour montrer différents types d'aspects. Et dans ceux qui circulent là, vous avez des duretés short un petit peu différentes parce qu'ils peuvent aussi totalement contrôler tout ça. Vous me les abîmez pas, hein, et puis ils reviennent après ici parce que c'est quand même c'est des années de travail, ça, avec plein de lettres. Donc voilà, là vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble embossé. Voilà. Alors, société italienne qui au départ fabriquait des boutons de manchette, des boutons de vêtements de façon générale avec de la nacre et qui très tôt se sont dit que ça serait bien qu'en fait ils cultivent directement leur nacre. Donc plutôt que d'aller chercher des nacres en Polynésie ou à l'autre bout du monde, ils ont des grands bassins où ils élèvent des coquillages et c'est avec ces coquillages qui vont faire leur propre production. Donc, premier aspect concernant cette société et les propositions qu'ils ont, c'est que la nacre est une nacre qui est fabriquée directement, localement. Et ensuite, ils ont accumulé toute une série d'expertises sur la nacre, notamment sur le travail de la nacre fine, afin de multiplier les emplois possibles. Et ils arrivent maintenant, et là, je ne vais pas la faire circuler, mais vous pourrez venir la voir après. Il y a différentes déclinaisons du matériau en question. Ça se fait en super fin, voire en translucide. Ils vont le travailler en découpe laser de façon super fine. Ils vont l'assouplir pour qu'ensuite ça puisse prendre certains galbes lorsque je veux faire des lunettes ou lorsque je veux faire de la coque de téléphone ou que sais-je. Donc ça permet en même temps des mises en forme 3D qui ne sont pas des mises en forme type mosaïque, mais réellement une même nacre qui va couvrir la chose en 3D. C'est vraiment superbe comme type de travail. Et là aussi, on avait cette belle mallette juste au pied du sapin.
Donc voilà pour ce qui est des différentes images. Un produit grec, c'est des designers grecs qui au départ se sont surtout intéressés aux herbes de, c'est pas Poséidon, Posédonia ou Poséidonia ou je sais plus, qui sont ces herbes brunes assez larges, qui sont pas invasives, mais il se trouve qu'il y en a à chaque fois énormément sur les plages en Grèce et on ne sait pas trop quoi faire une fois qu'elles ont échoué. Donc là, ils ont travaillé cette herbe marine pour la compresser en la chauffant avec un peu de liant biosourcé. Alors, je vous précise tout de suite, très fréquemment dans les fiches, vous allez voir simplement, c'est un liant biosourcé. C'est tout bêtement qu'on n'a pas, nous, plus d'informations pour vous dire exactement ce que c'est comme type de liant. Mais donc là, c'est très majoritairement, je crois que c'est plus de 80% d'algues avec ce liant pour faire ensuite du panneau qui va vous faire des petits objets, qui va vous faire du plaquage, etc. Et une fois qu'ils ont maîtrisé la technique, ils ont élargi un petit peu leur vocabulaire en termes de matière employée. Donc ils ont maintenant 4 matériaux qu'ils vont utiliser comme ressources premières pour faire ce type de panneau. Ça va être toujours cette herbe, des déchets de thé, du marc de café et de l'artichaut. Vous savez, le côté paille de l'artichaut quand on mange un artichaut. Donc là, vous avez la déclinaison des 4 que vous pourrez venir voir. Et en termes de réalisation, vous avez, voilà, c'est de la lunette, c'est de la petite boîte, ça a des qualités mécaniques tout à fait correctes. On sent que le truc, il est plein, il est bien, il se tient bien. Et c'est biodégradable. On passe à la tourbe. La tourbe, qui, par cette société suédoise, va être utilisée pour faire des panneaux acoustiques d'intérieur, avec une qualité très intéressante concernant la tourbe, c'est qu'elle est, elle aussi, très fortement antibactérienne. Donc il y a un côté dépollution à partir du moment où vous utilisez ce type de matière, et en même temps, c'est un matériau très léger et avec de très très bonnes qualités en termes d'isolation acoustique et phonique. Et pour les réalisations, il y a un côté très très beau en fait à cet ondulé doux là comme ça. Je vous invite à aller voir le site et la boîte pour en savoir plus. Est-ce que j'avais d'autres photos de ça? Non, j'avais pas de photos de réalisation. Alors, un grand classique dont je voulais néanmoins vous reparler aujourd'hui. Le Rolatube, c'est une vieille histoire d'amour entre eux et nous. Ils ont détenu pendant longtemps le record de la boîte qui ne nous répondait pas et maintenant ils nous adorent. Merci Rolatube. Ils ont développé dernièrement, ils ont en fait standardisé leur production et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. C'est que je pense qu'aujourd'hui, ce matériau est mûr pour être employé dans d'autres domaines que le domaine de base. Le domaine de base du Rolatube qui ressemble à ça au départ, c'est donc une sorte de rouleau de scotch. Mais le truc magique, et là je vais tomber le micro 2 secondes. Un tube de 3 mètres que je déroule comme ça super facilement et qui ensuite a de vraies qualités structurelles. Et l'emploi de ça, c'était uniquement dans un premier temps pour faire des mâts de télécommunication pour les militaires. Quand ils sont en train de jouer aux cow-boys et aux Indiens dans la forêt, ils ont besoin de communiquer entre eux. Ils déroulent ce truc, il y a un câble métallique à l'intérieur, ça fait antenne. Et une fois qu'ils ont terminé leurs opérations, ils réenroulent le truc. C'est très simple à enrouler. Je vais à nouveau tomber le micro, vous allez voir. Donc utilisé par les militaires, mais ils ont standardisé une section et un type de fibre. Et ça, aujourd'hui, je suis convaincu que ça peut intéresser des gens pour faire du pied de table, d'éléments qui sont des éléments amovibles, qui ont besoin d'être rangés rapidement. Il y a Disney qui a développé, vous savez, le sabre laser. C'est en fait, avec ce type de truc,
en translucide et avec des LED à l'intérieur. Je suis convaincu qu'il y a plein de trucs à faire et plus intéressant qu'une simple canne à selfie. Mais on pourrait faire une canne à selfie de 3 mètres, vachement chouette. Donc voilà, c'était un rappel parce que je viens de recevoir ces nouveaux échantillons qui sont parfaitement finis et parfaitement exploitables dans d'autres domaines que le militaire. Le Rolatube. Ah, un beau produit fait par Samuel Tomatis, qui est un amoureux des algues depuis longtemps. Je l'ai vu la semaine dernière, il était encore tout bronzé parce qu'il revenait de Guadeloupe. C'est là où il se fournit principalement en sargasses, qui sont des algues invasives là-bas et qui posent de vrais problèmes. Et avec ces sargasses, et avec aussi d'autres algues, il va faire des panneaux. Donc voici ce type de panneau. Là, je vous montre un échantillon, mais ce qui est intéressant quand vous allez le voir, c'est qu'il peut aussi décliner ça dans des esthétiques différentes suivant la granulométrie qu'il va utiliser. Mais le tour de force de Samuel, c'est que là, vous avez un panneau qui est 100% algues. C'est-à-dire qu'il va utiliser aussi bien la fibre d'algue pour structurer le panneau que les sucres qui sont présents dans l'algue pour faire le liant. Donc là, vous avez quelque chose qui est uniquement avec de l'algue. Pour l'instant, il propose des panneaux standards en 40 par 40, mais tout à fait ouverts pour faire d'autres formats et pour faire d'autres esthétiques à partir du moment où on veut, par exemple, lire réellement la présence d'algues, parce que là, elle a été réduite en poudre et en fait, on dirait un panneau d'OSB. Ça se travaille d'ailleurs comme un panneau classique en bois. Le seul petit souci pour l'instant qu'ils ont, c'est que c'est un produit uniquement d'intérieur parce que ça reste sensible à l'eau. Mais sinon, c'est totalement biodégradable en fin de vie. Et c'est surtout très beau. Comme au départ, c'est une espèce de pâte qu'il obtient, on peut aussi mouler les éléments. Donc là, il m'a laissé 2 petits bols. Et vous voyez, je vais vous les faire passer d'ailleurs, les 2 petits bols. Vous voyez que ça peut être des aspects de surface totalement différents suivant la composition de la matière. Mais à nouveau, là, vous avez des trucs qui sont 100% algues. Donc, à contacter, à suivre. Très beau produit. Ça, c'est différentes photos de tout ça. Le VBX2, autre truc que j'ai reçu en décembre, et là aussi, c'était une requête qui avait plusieurs années. Je n'ai pas compté parce que quand on aime, on ne compte pas, mais ça faisait plusieurs années que je le demandais. C'est le petit frère du Vantablack. Je vous rappellerai rapido ce qu'est le Vantablack, c'est le noir le plus noir du monde. Là, vous avez son petit frère, c'est une déclinaison, mais qui permet un emploi beaucoup plus large, parce que le Vantablack a énormément de contraintes, notamment on ne peut pas le toucher, ça doit être totalement protégé, puisque c'est des nanotubes de carbone qui sont hérissés sur un support. Et là, je vais vous l'ouvrir. Il est protégé par une plaque, mais c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de poussière qui tombe dessus. Parce qu'une de ses forces, c'est que c'est un traitement de surface aérosol, simple d'emploi, pas très cher, et qui a des qualités de tenue dans le temps suffisantes pour être réellement employé en archi. Il y a un superbe bâtiment à Séoul qui a été fait avec la façade qui est entièrement avec ce Vantablack. C'est la peinture aérosol utilisable par tout le monde qui est la plus noire du monde, c'est-à-dire celle qui va en fait absorber le plus de rayons incidents. Vous avez là 99% des rayons incidents qui sont absorbés par la peinture. Donc c'est un truc quand même assez extraordinaire. Et l'autre truc que je trouve totalement extraordinaire, c'est qu'au départ, vous comme moi, on se dit 99%, ça absorbe tout. Et quand on le compare au vrai Vantablack, que j'ai amené aussi, donc vous allez pouvoir admirer, en fait, tout de suite, ça nous semble gris sale. C'est-à-dire qu'on est capable, notre œil est capable de faire le distinguo
entre quelque chose à 99 et l'autre à 99,97% d'absorption. C'est-à-dire que les 0,97% sont perçus par l'homme. Je peux même vous dire, parce que j'ai des échantillons au showroom de certains traitements de surface qui sont à 99,6, que je fais encore la différence entre les deux. Et alors le Vantablack qui est là, et qui va rester ici, hein, je suis désolé, vous viendrez le voir. Je vous explique le principe, c'est que vous avez une plaque d'alu qui est froissée, comme ça. Tout le monde voit que la plaque d'alu est froissée. Et de l'autre côté, cette même plaque d'alu est froissée, mais on ne voit plus qu'un trou noir, tout bêtement, parce que comme tous les rayons incidents sont absorbés par le traitement de surface, votre œil ne reçoit plus d'informations. Et donc, il dit à votre cerveau, désolé, gars, je ne peux pas te donner d'infos. Et donc, le cerveau n'a pas les éléments pour recréer mentalement le volume de la pièce. Donc c'est comme ça qu'on peut voir effectivement à quel point ce type de traitement de surface absorbe tout. Ça, c'est le Vantablack et donc son petit frère que vous pourrez dorénavant utiliser, le VBX2. Petit rappel, toujours le même principe sur la fiche, c'est que vous vous intéressez au Vantablack, dans les matériaux liés, on va vous montrer aussi une référence qu'on a dans la base qui est la peinture la plus blanche du monde. C'est assez logique. Je m'intéresse au plus noir, au plus blanc. On a aussi la plus brillante, la plus phospho, la plus ceci, etc. Mais toujours ce principe de rebond qui vous permet éventuellement de découvrir d'autres choses que les choses que vous cherchiez au départ. Allez, ça c'est donc des photos de réalisation. Un autre superbe truc. Alors, je vous ai dit tout mon amour pour les cuirs véganes. Le terme me hérisse, mais les alternatives au cuir peuvent parfois être intéressantes et on en a plein dans la base de données. Mais là, je vous en montre un qui a un petit peu ma préférence parce que c'est le plus abouti, à mon sens, dans tout ce qui est alternative au cuir, fabriqué à partir à nouveau de ce fameux mycélium. Parce que les autres échantillons que j'ai n'ont aucune qualité structurelle, ça se déchire tout de suite, ou alors ça ne ressemble pas du tout, ou alors c'est fortement plastifié. Là, vous avez quelque chose qui est uniquement mycélium et un textile coton, et c'est tout à fait pertinent en termes de construction, parce que le principe, c'est qu'on va avoir au départ une sorte de treillis coton, et on va laisser le mycélium, donc tous ces petits filaments, s'enchevêtrer et intimement se marier avec le coton. Ce qui fait qu'ensuite, vous allez réellement avoir une sorte de monomatière qui va avoir les qualités structurelles de ma toile coton initiale et en même temps, ce dépôt des deux côtés de mycélium. Je vous montre déjà celui qui n'est pas teint. Vous voyez, ça ressemble à ça. Une fois que j'ai fabriqué ce mariage entre le textile et le mycélium, et ensuite que je l'ai tanné comme du cuir. Donc à partir du moment où je le tanne exactement sur le même principe que le cuir, je vais avoir l'odeur du cuir, je vais avoir le toucher du cuir, mais là, c'est uniquement la partie racinaire des champignons. Donc ça se fait, aujourd'hui, c'est proposé en couleur naturelle ou en noir. Et bien sûr, on peut dessus mettre le relief qu'on veut, parce que lorsqu'on le tanne, et on peut aussi le gaufrer un petit peu et lui donner un aspect croco, un aspect ceci, un aspect cela. Donc ça, et vous verrez, il a vraiment de très bonnes qualités mécaniques, c'est assez bluffant, et c'est, à mon sens, aujourd'hui, le truc le plus abouti dans ces alternatives au cuir. Voilà les emplois de base. Et un petit dernier pour la route. C'est une révolution dans le monde de la pierre. Moi, j'ai appris plein de trucs lorsque j'ai référencé cette matière. D'abord, j'ai appris que lorsqu'on fait, par exemple, de l'ardoise, on va avoir dans environ 80% de l'exploitation, c'est du déchet. Et on va avoir ensuite les 20% qu'on va pouvoir employer. Et ces déchets, dans les carrières de façon générale, c'est un petit peu à l'extrême pour le schiste et pour l'ardoise, mais c'est valable pour le reste. Il y a énormément de déchets dans les carrières, des minéraux qu'on ne va pas savoir exploiter. Et là, c'est une société française
qui, depuis 17 ans, faisait des recherches pour essayer de recréer de la pierre avec de la pierre, sans amener de liant particulier, mais réellement en recréant la même pierre. Il se trouve que dans la nature, une pierre, elle met des millions d'années à se créer parce qu'elle est compressée, parce qu'elle est chauffée à 1300 degrés. Et ben, ils arrivent en quelques jours à fabriquer la même pierre. Donc on n'est pas dans du simili-pierre, on n'est pas dans quelque chose qui globalement est composé en partie de pierre, c'est réellement le schiste de base. Le principe, c'est que vous partez de poudre de schiste, vous la mélangez avec des sels gardés secrets, mais c'est des sels minéraux classiques et naturels. Vous mettez de l'eau, vous allez ensuite compresser ça et vous allez obtenir quelque chose qui globalement a le même type de caractéristiques et le même type d'aspect que la pierre d'origine. Là, par exemple, je vais vous faire passer cet échantillon. Vous voyez qu'il a vraiment une surface qui ressemble à une surface d'ardoise clivée. Ben, c'est tout bêtement qu'en fond de moule, lorsqu'on l'a pressé, il y avait en même temps ce dessin pour reproduire l'aspect. Mais là, vous avez 100% du schiste. Vous n'avez pas d'autres éléments que la pierre de base. Le gros gain, c'est qu'on peut faire ça à température ambiante et on peut faire ça rapidement, là où la nature met des millénaires à le faire. Voilà, je crois que j'ai terminé. Ouais, alors, à nouveau petit rappel, je vous montrais que si vous vous intéressez à Minéalith, qui est donc ce truc-là, bah, vous avez la rubrique matériaux liés qui vous renvoie à de l'impression 3D pierre, à une autre société qui récupère en fait des chutes pour refaire du lamellé-collé à partir de pierre, etc., etc. Un tas de fiches liées à la première. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, et si jamais je ne suis pas chassé par Maisons et Objets, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ça serait super. Levez la main, je vous apporte le micro et tout. Je fais tout. Vous avez presque levé la main, là. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de la disponibilité des différents matériaux à petite échelle, pas uniquement à des échelles presque comme des grands projets d'archi? Est-ce que c'est quelque chose que vous référencez maintenant dans votre base de données? Alors, petite précision sur tout ça. D'abord, premier aspect, les matériaux qu'on va créer dans la base sont uniquement des matériaux qui sont fabriqués. On ne va jamais vous parler de choses qui ne sont pas encore produites. Donc, c'est commercialisé. Ensuite, les industriels qu'on intègre dans la base sont parfois des artisans pour des petites quantités, sont parfois des multinationales. On essaie de préciser les choses, notamment quand il y a un blocage. Typiquement, je référence un polymère de chez BASF et ils me disent « vous êtes gentil, mais à moins de 3 tonnes, on ne répond pas aux questions ». Dans ce cas-là, je le mets. Mais de façon générale, on est vraiment là pour vous dire « youhou, ce truc-là, ça existe, c'est un tel qui fait ça, voilà les éléments de base que j'ai et vous voulez en savoir plus, vous voyez avec eux ». Mais il n'y a pas de porte fermée au départ, c'est que des choses qui sont commercialisées. Et parfois, il peut arriver que j'appelle la boîte et qu'elle dise « ouais, mais nous, c'est que avec les gros clients. Mais en revanche, on vous adresse à un distributeur et le distributeur, il pourra plus voir en one-to-one tout ça. » Mais c'est des informations qu'on essaie d'embarquer comme les idées de coûts, de contraintes, etc. à partir du moment où on a l'info. D'autres questions? Bon, vous avez le droit de venir tripoter. Et non, personne n'a pris de chouquette, là. Vous me prenez des chouquettes avant de partir parce que je me suis battu pour qu'on en ait. La prochaine fois, je ne pourrai pas parce qu'on me dira « bah non, tu avais bien vu, ils n'en ont pas mangé ». Donc, s'il vous plaît, avant de sortir, vous venez voir tout ça et vous prenez des chouquettes et vous me rapportez les échantillons qui ont bougé. Merci tout le monde.